Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler IMMAF avec la meilleure personne qu'on peut trouver en France là-dessus, Romain, qui nous a couvert ça en long, en large, en diagonale, en 3 dimensions. C'est celui qui est derrière la page French MMA sur Twitter et sur Instagram. Romain, comment vas-tu? Bah, très très bien, Chris, ça fait très plaisir d'être là déjà. Bon, un peu fatigué parce que bon, une semaine d'IMAF, c'est jamais simple, mais très content d'être là. Et puis comme ça, on peut clôturer et faire un récap de la meilleure des manières, c'est-à-dire ici sur Five Minds. C'est ça. Et en plus, en off, tu me disais que les mondiaux des IMAF, c'était comme Noël pour toi. Bah ouais. Tu nous as couvert ça comme un chef. Tu étais le premier sur la news à chaque fois. On va commencer par ça d'ailleurs. Tu dis ça a été un rush pour toi pour le couvrir. Est-ce que tu peux nous expliquer tout simplement comment se passe le tournoi, quelles sont les règles, comment est-ce que quelqu'un va jusqu'à la finale et quelle est l'intensité pour un combattant de participer à ces championnats du monde? Ok, du coup c'est simple. Déjà, je sais plus il y avait cette année, mais normalement il y a un seeding. Donc c'est-à-dire que le premier, en fait, l'IMAF fait un pré-classement. Ils prennent le premier théorique. Par exemple, là c'était Movsar Ibrahimov qui était premier théorique. Ils vont le matcher contre le 32e, puis 16e, 8e, pour qu'il y ait des trucs un peu équilibrés. C'est déjà élimination directe. Tu perds ton premier combat, c'est fini, tu peux rentrer chez toi, tu prends le billet pour l'Albanie, c'est terminé. Après, la journée du combattant, elle est très spéciale. C'est-à-dire que tous les matins, pesée à 6h30, si tu loupes la pesée, c'est fin de tournoi. Et après, il y avait des combats du coup de 11h à 18h, avec pas mal de retard, parce que bah du coup, on attend que les autres combats se finissent, vu qu'il y a que 3 cages. Et après, c'est assez simple, c'est-à-dire que bah, scoring MMA classique, en amateur par contre, du coup, 3 rounds de 3 minutes, pas le droit au coup de genou, au coup de coude, il y a certains leg locks du coup qui sont enlevés pour la partie grappling, pas le droit par exemple à tout ce qui est torsion de nuque, avec les doubles Nelson, c'est Ouais. la prise de cuff, là. Les pressions du coup sur la colonne vertébrale avec le twister, il y a pas mal de trucs qui sont enlevés pour du coup l'intégralité des combattants. Et aussi, il y a un truc très simple en IMAF, c'est que s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. S'il y a un coup qui est illégal qui doit pas passer, c'est terminé. Voilà. C'est comme ça que je dirais ça. Très, très strict et aucun droit à l'exception. Et alors pour complémenter, c'est vrai que quand tu dis pas de torsion, c'est aussi la logique sur les leg locks. Tous Hmm. les leg locks en ligne, ça fonctionne, ça passe, c'est légal. Tout ce qui est en torsion, ça ne passe pas. Et je pense qu'il y a aussi une certaine logique à ça. C'est puisqu'on est sur un format tournoi au jour le jour, pas comme au PFL où il y a quand même 2 3 mois entre chaque combat, bah, si tu as quelqu'un qui sort d'une clé de talon très limite, bah, il Hmm. risque de gagner le combat en étant blessé et au final, il ne pourra pas participer à la suite. Au même titre que quand il y a une ouverture, je crois qu'ils vont arrêter plus vite par TKO. Quand il y a un knockdown aussi, avant la finale, ils risquent d'arrêter plus tôt parce qu'ils veulent pas que quelqu'un gagne le combat et soit incapable de participer à la suite. Hmm. Donc, vas-y. Non, non, c'est bon. Vas-y. Alors, pour les juniors, on a 5 combats sur 5 jours. Pour les seniors, on a 4 combats, donc des 16e jusqu'en demi. Un jour de pause et la finale le samedi. C'est pour que les gens se rendent compte de l'intensité que ça peut représenter. Pour ceux qui ont gagné une finale dans une catégorie de poids où ils commençaient en 16e de finale, il y a 5 combats à enchaîner sur 5 ou 6 jours selon l'âge. Donc, quelle est la limite pour junior? Quel est le début pour senior? Bah, en fait, ça dépend énormément des catégories. C'est-à-dire que par exemple, on a vu, il y a les catégories où il y a 32 participants, ça commence en 16e, c'est-à-dire que tu commences dès le lundi. On a vu des catégories, les féminines, les poids lourds, qui eux commençaient direct en quart de finale. Et le maximum qu'on a eu, du coup, c'est Inès Boulabarge, la Belge, qui a commencé en demi-finale. Après, c'est aussi d'autres choses. Que, en fait, il y a aussi des systèmes de qualification. C'est-à-dire que tu peux aller avec la fédération aux IMAF comme ça si tu es bah, en France, je vais parler. Hein. T'es champion de France ou t'es au moins sur le podium aux France, ils vont essayer de t'emmener. Mais par exemple, on a vu les juniors belges pour se qualifier, il fallait déjà avoir fait du coup un résultat aux, aux IMAF jeunes, du coup qui était en août. Et c'est pour ça que du coup bah Inès Boulabar, j'ai commencé en demi-finale, mais elle a fait troisième aux mondiaux jeunes Mhm. en août quoi. C'est ça, ils favorisent un peu ceux qui sont actifs historiquement aux IMAF. Alors, maintenant que tout ça est clair pour tout le monde, on va un peu parler de nos résultats parce que je pense que la Belgique et la France peuvent, ces deux nations qui peuvent sortir la tête haute, surtout comparativement.
aux structures qui sont mises en place dans nos pays par rapport à d'autres pays qui sont beaucoup plus aidés pour ne fût-ce que les départs, que pour les entraînements, etc., etc. Même si en France, ça commence à vraiment cartonner, je pense qu'il y a une structure Ouais. qui se met en place, il y a de plus en plus d'aide, il y a du coaching qui est vraiment de très haut niveau. On a fait une analyse avec Aldric qui m'a vraiment appris que Johnny Frachet, par exemple, il analysait en long et en large ce qui se passe aux IMAF pour pouvoir adapter les examens du grade vert pour s'assurer que la France reste cohérente par rapport au niveau international. Euh, Combien est-ce qu'il y avait de participants? Je pense que tu as pris des notes et tu vas pouvoir nous dire ça. Ouais, Combien il y avait de participants en France, en Belgique et faisons un tour d'horizon sur les résultats de nos deux pays. ouais. Alors déjà, moi, ce que j'ai noté, c'est que déjà, tous les effectifs belges, français ont augmenté. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait 9 Français, cette année, on en avait 13. Et les Belges, il y en avait 4 l'année dernière, il y en a eu 10 cette année. Et d'autant plus qu'en plus, l'année dernière, il y avait genre 660 participants au total au World. Et cette année, il y en avait que 560. C'est-à-dire que la proportion en elle-même augmente encore plus. Donc déjà, ça c'est très bien. Et en plus de ça, moi qui ai couvert du coup tous les francophones, on a vu des Suisses, des Polynésiens, qui sont encore plus de ça accentuer du coup la francophonie dans les IMAF. Et donc là, le message qui est envoyé, c'est que le MMA amateur augmente en visibilité aussi, en attractivité. On voit des IMAF avec de plus en plus de catégories de poids qui sont de plus en plus remplies. Et dans nos pays, on voit qu'il y a une participation qui augmente également. Bon, ici, je pense qu'il y a aussi eu un avantage pour, pas un avantage pour nos combattants, mais un avantage pour envoyer plus de combattants, c'est que c'était en Albanie, ce qui n'est pas trop loin Ouais. par rapport à si c'est ailleurs dans le monde. Si on doit commencer à aller sur un autre continent, je pense que ça devient plus cher et pour les fédérations, c'est peut-être plus compliqué d'envoyer une grosse équipe. Donc, on en a bien profité. Euh, je sais pas, je t'ai pas posé la question avant le podcast pour voir si tu avais l'info, mais quel était le pays le mieux représenté en termes de nombre? C'est le Tadjikistan qui a fait les meilleurs Ouais, résultats. c'est toujours le Tadjikistan, les Kazakhs qui inscrivent à peu près 2 combattants par catégorie. Donc on a à peu près une trentaine, une quarantaine à chaque fois de combattants kazakhs ou tadjiks. C'est dingue, c'est dingue. Ça justifie aussi pourquoi il y en a autant en finale. C'est parce que de base, ils sont déjà beaucoup, donc ils augmentent leurs chances d'avoir des combattants qui performent. Maintenant, on va rien leur enlever. Ça fait partie des grandes nations du MMA au niveau amateur actuellement. Et on pourrait s'attendre à ce que d'ici 5 6 ans, le Tadjikistan explose un peu comme la Géorgie les 3 dernières années, avec des gars comme Ilia Topuria, Dvalishvili. Enfin, on commence à voir que Gouram aussi. C'est un pays Mm. qu'on connaissait pas du tout dans le monde du MMA il y a quelques années. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'athlètes qui performent, mais en plus à un très très haut niveau. Euh, Passons maintenant en revue un peu les performances de la France, de la Belgique et aussi Suisse et Polynésie. On va peut-être pas passer athlète par athlète parce que ça risque Ouais, d'être beaucoup, mais euh, donc il y avait combien tu disais 13 Français et 10 ouais, Belges. Donc ouais, il y avait un Suisse, c'était ça, Jordan Menet. ouais. Jordan Et Menet, combien de Polynésiens tu as couvert 3. aussi? Ça fait 27, je crois, au total. 10 Belges, 13 Ouais. Français. Ouais, ça fait près 27. Donc sur les 27, isolons combien sont arrivés en quart de finale. Comme ça, on a une petite proportion. Bah, en fait, j'ai pas trop fait par rapport au quart de finale, plus au nombre de combats. Parce Ok, que, par exemple, il y en a qui commencent en demi, il y en a qui commencent dès le premier tour. oui. Déjà, il y en a que 4 ou 5 qui n'ont pas passé le premier tour, dont, enfin, il y a eu un Français, mais par disqualification a posteriori. Ouais, c'est triste, ça. Ouais. Ouais. Mais déjà, ça, c'est déjà un marqueur que on est déjà à un niveau un grassroots level qui est déjà pas mal haut. C'est-à-dire que déjà, la plupart des combattants ont gagné leur premier combat, ou ceux qui n'ont pas gagné. Je pense par exemple à Baisankour Sardalov, qui lui, bon, il se fait dominer, il est pas dans sa compétition, parce que c'est aussi une compétition, il faut le rappeler, qui est très très dure. C'est-à-dire que 3 rounds de 3 minutes, quand t'es contre un lutteur qui te bloque 2 rounds, c'est déjà fini. Et après, courir derrière le scoring, c'est juste impossible. Mm. Mais déjà, la plupart du coup ont passé leur premier combat, sauf en France, bah, Walid Tandia et Bafodé Gassama du coup aussi qui se blesse les genoux et qui s'évanouit à cause de la douleur. Mm. Mais déjà, je pense qu'on peut être fier de tout le niveau, tout ce qui a été proposé. Ça a été déjà très très fort, parce qu'il faut pas oublier que les Tadjiks, les Kazakhs, il y en a quasiment aucun, c'est leur première participation aux IMAF. En Mhm. France, il y en a 9, c'est leur première participation. Mm. En Belgique, il y en a 6, c'est leur première participation. Alors que les Tadjiks, les Kazakhs, ils font déjà les IMAF en jeunes,
et après, ils vont au Worlds. Ouais. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a clairement une question d'expérience et l'expérience IMAF n'est pas la même chose que l'expérience amateur, on va dire. C'est quand tu combats dans ton pays en amateur, c'est une expérience totalement différente de l'immersion que peut représenter les IMAF. Et pour quelqu'un qui va y participer la première fois, ça peut être rapidement impressionnant. Et donc le fait que la grande majorité de nos athlètes aient réussi à passer le premier tour et se soient plutôt fait éliminer dans leur deuxième ou plus tard, c'est déjà une grosse performance en soi, surtout par rapport à moi quand je regardais les IMAF il y a 3 ans ou plus, en tout cas pour les Belges, on avait très peu de participation et le très peu de participation qu'on avait, ça sautait au premier ou au deuxième tour. Donc là, de notre côté, nous, on a une sacrée amélioration. Je pense qu'en France, historiquement, il y a toujours eu des bons résultats. On pense notamment à Axel Sola et Manon Fiorot pour remonter à beaucoup plus loin dans le passé. Mais aujourd'hui, il y a une vraie structure et en plus de ça, il y a des belles performances. Donc, tu me dis que tu avais noté le nombre de victoires ou le nombre de combats. Et on pourrait en déduire le nombre de victoires sur les 27 combattants. Bah déjà, la majorité des Français ont fait 1-1 ou 2-1. Et sinon, bah après bon, on a par exemple des gens comme Swill, il a fait. Attendez, je l'ai là. Bah Swill, il fait 4-0 quoi. Ouais. Donc bah Samba Sima, il fait 3-1. C'est c'est juste énorme. Mais sinon après bon, on a pas mal de jeunes. On peut penser à Rachman Tchekouyev, par exemple le Belge, qui premier combat, il met un KO de fou. Avec un high kick sublime. Bah après il perd à la décision. Faut pas oublier que par exemple si on prend Nessim Hakmid qui fait du coup vice-champion, Mhm. quand je vous ai dit que si tu loupes la pesée t'es qualifié, bah du coup son adversaire il a eu 2 fois ça. C'est-à-dire que Ah, il arrive en finale, son adversaire il a un combat dans les pattes, Nessim ouais, il en a 3. ouais, Donc c'est aussi des choses à prendre en compte. bien sûr. Et que nous, du coup, on a eu que un combat qui a eu une pesée loupée, c'est celui de Bafodé Gassama, qui au final, son adversaire loupe la pesée au premier tour. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est quasiment tous des 2-1 ou des 1-1. Je pense par exemple à Hugo Boisjol, Hugo Anton Vidal qui font 1-1. On a Owen Jason qui fait 2-1. Mhm. Donc la plupart ont fait 2-1 ou 1-1. Donc en gros, on a un palmarès largement positif sur les Ah oui, IMAF, ce qui oui. n'était pas donné, d'avance. Alors maintenant, concentrons-nous sur les médaillés. Je pense qu'on peut commencer par tous ceux qui ont le bronze. Alors toujours intéressant de rappeler, il n'y a pas de combat pour la troisième place. Je pense que c'est simplement parce que les IMAF, et c'est très logique, partent du principe que si on fait un combat pour une troisième place, c'est entre deux gars qui viennent de perdre. Et par conséquent, il y a peut-être des gars qui ont perdu par KO et qui, du Hmm. coup, on ne peut pas faire combattre le lendemain. Donc il y a une certaine logique. Si tu arrives en demi-finale, ta médaille est assurée parce que si tu es troisième à égalité en fait avec l'autre perdant de la demi-finale. Et donc il y a une médaille d'or, une médaille d'argent et 2 médailles de bronze par catégorie de poids. Combien de médailles de bronze on a eu? Alors, on a eu Samba Sima en français, on a eu Steven Cheu en belge. Je vérifie que je dis pas de bêtises. Ouais, non. Après, on a eu Alvida Souyev en argent, euh, Nessim, et après, bah, Delphine Benoîche. Et après, en or, on a eu Inès Boulabarge, Patrick Abirora et Souil Areski. Du coup, c'est nous. Ouais, c'est ça. Ça nous fait 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. C'est plutôt pas mal. Ouais. C'est un beau total. Je pense que j'ai envie de parler de Delphine Benouesh, comme ça Ouais. on part sur le sujet des stratégies et des décisions, qui sont 2 sujets forts d'actualité par rapport à ces IMMF. Donc on a vu évidemment beaucoup de gens se plaindre de la décision de la finale de Delphine Benouesh contre la brésilienne Pereira, c'est Pereira, hein, c'est Pereira. ça, ouais, Pereira. Ouais. Un combat clairement Ouais. serré, mais je pense que la plupart de la toile, française comme internationale, donnait au moins 2 rounds à Delphine. Tu m'as dit que tu avais ton scoring juste à côté de toi. Ouais. Quel a été ton scoring? Quel est ton justificatif? Pour moi, en fait, il y a un truc qui est assez clair, c'est que Delphine prend le 1, le 3 pour sûr, et le 2, il y a pas mal de gens qui disent que la brésilienne le gagne. Moi, bon, oui, clairement, c'est pas forcément flagrant, mais je vois pas forcément pourquoi Delphine serait derrière.
Moi, ce que j'ai dit, c'est que de base, pour moi, sur le combat, le minimum, c'est une décision partagée pour Delphine. Au final, c'était une décision partagée pour la brésilienne. Donc déjà, faut pas non plus dire que c'était un no match. Après, j'ai fait du coup le scoring avec le plus de bonne foi possible. C'est que déjà, debout en anglaise, le round 1, il est contesté. C'est-à-dire que au final, les deux touches, c'est pas mal arrivé. Bon, même si stratégiquement, j'ai pas trop compris pourquoi la brésilienne a essayé de mettre des spinning back fist tout le combat. Et après, le truc qui est marquant par contre, et c'est un peu ce que on a toujours dit, finissez fort les rounds, c'est que la brésilienne, le 1 et le 3, elle est finie fort. Takedown, le troisième, elle met un semblant de ground and pound. Donc, je peux comprendre pourquoi les juges ont donné ça, mais personnellement, je suis pas d'accord. Je vais te rejoindre complètement là-dessus. On dit que c'est important de finir fort les rounds, pas parce que c'est dans les critères. Dans les critères, il n'y a rien Ah oui, non. qui indique au juge, ouais, si on finit dans une position forte, il faut partir du principe que si ça avait duré 30 secondes en plus, alors non, ça n'existe pas. Mais c'est vrai que par rapport à la perception d'un juge, ça reste des humains. Quand tu as un Mm. combat serré et que tu vois quelqu'un finir fort, c'est ta dernière impression du round et c'est ça qui va te rester trotter dans la tête quand tu dois définir qui gagne par 19. Ceci étant dit, surtout dans le troisième round, je trouve, beaucoup plus que dans le deuxième, euh, Delphine prenait le large, vraiment, dans ce troisième round. Elle se fait mettre au sol une fois, la Brésilienne ne fait rien du tout. Et puis elle Mm. se fait remettre au sol une dernière fois quand il reste 15 secondes. La Brésilienne est active, mais il n'y a rien qui touche. Donc ce troisième round, pour moi, il n'y a pas d'argument pour le donner à la brésilienne. J'ai plus trouvé des arguments pour l'envisager de le donner à la brésilienne dans le 1. Et alors malheureusement dans le 2, le stream bug quand tu veux Ouais, revoir le combat et tu ouais, vois pas la dernière minute. Et moi en live ça avait bugué aussi, donc j'ai aucune idée de ouais. ce à quoi ressemble la dernière minute du deuxième round. Donc je peux pas émettre d'avis éduqués dessus. Mais en tout cas jusqu'à une minute de la fin, Delphine est large devant, donc j'imagine que dans la dernière minute, il y a quelque chose qui se passe pour la brésilienne pour qu'on puisse le lui donner, parce que de ce que j'ai compris sur Twitter, le deuxième est celui qu'on donne le plus facilement à la Ouais, c'est ça. brésilienne. Parce qu'en fait, on voit que, juste avant que le stream coupe, moi, on voit qu'elle accroche la jambe de Delphine Oui, et qu'elle va replier ses jambes dessus. oui. Mais après, c'est vrai que le troisième, il y a des phases où elles sont en clinch, où Delphine prend sa distance et elle lui met un bouillon en anglaise Mhm. qui est magnifique. En plus, c'est très précis, alors que elle a un peu la tête basse bah, pour se protéger du coup du clinch. Moi, j'ai trouvé que en fait, le seul truc qui me manque dans ce combat-là, c'est ce qu'elle a fait au troisième de ses combats, c'est-à-dire mettre des genoux, mettre des kicks, parce qu'honnêtement, si là, elle met des genoux et des kicks, là, ce serait un peu genre, enfin, c'est sûr que ça passe. Dans ma perception, après, bon, on n'est pas dans la cage. Mais c'est sûr qu'en fait, c'est pas forcément qu'ils ont évalué, je pense, la performance de la brésilienne. C'est, je pense, bah, c'est pas Patrick Abiroa, elle a pas de la foot dans les points, mais elle a quand même beaucoup touché en anglaise. Et pour moi, c'est ça qui a été aussi sous-évalué. Ouais, ouais, bah, ça reste une silhouette féminine et je pense qu'elle était peut-être attentiste un peu plus sur les coups de genoux en se disant si je suis au clinch avec une posture très droite et que je commence à envoyer des genoux sans avoir un pied loin derrière, ça laisse une opportunité à la brésilienne de m'amener au sol et on voyait clairement que la brésilienne ne voulait pas rester debout. Je trouve qu'elle a envoyé quelques genoux anticipatifs qui étaient très intéressants, Ouais, Delphine. Surtout dans le troisième, il y en a un qui passe très très bien et et du coup, ça, c'est impactant. Et comme tu dis, les sorties de clinch, elle a très bien bossé. Donc moi, c'est plus sur le premier où je me dis, OK, là, je le donne à Delphine, mais je peux voir la sortie de facilité que les juges ont pris. hmm, C'est- Delphine est devant, mais pas de manière ultra claire. Et puis, il y a une amenée au sol avec un schéma offensif derrière. Et le schéma offensif est pas à partir d'une demi ou à partir de la garde totale, c'est à partir d'un side control. hmm. Et donc, dans un combat serré comme ça, où tu en as un qui finit au-dessus avec une position assez avantageuse en side control et qui a frappé 3 fois, je pense qu'elle score 2 frappes à la tête et puis une toute dernière frappe au corps juste avant que le round se finisse. Les juges ont probablement choisi la facilité en se disant c'est serré, on va plus me tomber dessus si je score pour la française que pour la brésilienne. Je pense que ça a été ça la mentalité chez deux juges et c'est très malheureux parce que la différence entre une médaille d'or et une médaille d'argent, elle est plutôt énorme. Donc moi, je suis assez deg pour Delphine. Ceci étant dit,
elle a clairement le niveau pour passer pro, hein. Avec Aldric, on hésitait un peu avant sa finale. Ouais. Et là, dans la finale, elle a clairement prouvé qu'elle pouvait passer le cap si elle le souhaitait. Maintenant, elle est encore jeune dans sa carrière, donc si elle veut rester en amateur, j'ai aucun problème avec ça. Mais typiquement, elle a le niveau pour faire le pas. Ouais, bah, de toute façon, globalement, quelqu'un qui a fait 2 médailles aux IMAF, bon, c'est sûr que dans ce podcast-là, si on parle des médaillés, il y en a très peu que j'envisage pas en professionnel. Bon, à part les juniors qui, du coup, sont en moins de 21 ans. Mais c'est sûr que là, elle a montré qu'elle était capable vraiment de très bonnes choses pour le futur de sa carrière, c'est sûr. Ouais. Alors, passons aux médaillés d'or. On a Patrick Abirora, on Ouais, a Inès et on a Souil. Commençons par le, ouais, le plus jeune. Souil qui nous fait un incroyable run, hein, tout simplement. Lui, c'était pas sa première participation non plus ouais. aux IMAF. Et le gars, il déroule sa carrière, hein. Clairement, il nous envoie du très très lourd. Ouais, non, Il non, fait que s'améliorer. ouais, c'est fou, en fait. Surtout, moi, ce que j'ai remarqué sur son premier combat, son timing. En fait, le timing de exactement savoir quand lutter, quand boxer, quand kicker, c'est juste fou, surtout à son âge. Et moi, ce qui m'a impressionné, ce qu'on a retrouvé aussi, bah, par exemple, chez Movsar Ibragimov et chez Patrick Abiorora, c'est leur qualité de scramble contre des mecs qui font de la lutte depuis Mm. qu'ils ont 6 ans. C'est dingue. Et surtout d'avoir confiance en ces scrambles comme ça, c'est fou. Parce que avec Movsar, c'est le seul qui s'est dit, OK, ils vont me lutter, mais je vais le lutter avant et mieux que lui. Et ça, c'est très très fort. Ouais, ouais, et c'est aussi une preuve de confiance en leurs compétences. Et c'est quelque chose qui a de beau à voir parce que historiquement, je vais généraliser à l'Europe. On dit toujours que quand tu viens d'Europe, tu as un bon pied-point et tu vas galérer en lutte quand tu fais face à des Américains, par exemple, hein. Là, je parle Mm. vraiment historiquement. Ici, c'était plus face à des Tadjiks ou des Russes ou des Ukrainiens qu'on était supposé galérer en lutte. Euh, Là, de plus en plus, on se rend compte que en France et en Belgique, on a une formation lutte qui est plus que correcte et qui nous permet de rivaliser, en tout cas en amateur, hein. Là, je Ouais, parle ouais, vraiment en c'est sûr. amateur. En amateur, on est capable de rivaliser avec les meilleurs lutteurs amateurs au monde. Et ça, c'est un très bon indicateur et c'est prometteur parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc, pour faire une comparaison, par exemple, avec Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, c'est quelqu'un qui a commencé le MMA il n'y a pas si longtemps et qui a atteint un niveau qui est stratosphérique, surtout en considérant le temps Ouais. de travail qu'il a eu. Et là, c'est pareil avec nos amateurs aujourd'hui, le temps qu'ils ont eu pour bosser sur le gros défaut historique qu'on a en Belgique et en France, qui est la lutte, on a atteint un niveau qui est ultra prometteur parce que si on est capable d'atteindre ce niveau en si peu de temps, c'est ultra prometteur pour se dire bah, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire dans 2 ans et qu'est-ce qu'on va faire dans 3 ans aux IMAF. Je pense que on va pouvoir encore mieux rivaliser et encore plus progresser dans notre pied-point pour pouvoir continuer à s'imposer de cette manière dans les mondiaux et les européennes. Ouais, moi je trouve que t'as vraiment raison parce qu'en plus, on n'a pas forcément encore, enfin sur le circuit amateur en IMAF, j'ai pas encore vu des Français qui ont des backgrounds de lutte. Quand je dis des backgrounds de lutte, je pense à par exemple à un Alain Landouzi que j'ai vu au PEF ou à un Sadat Young qui sont des lutteurs de base qui transitionnent vers le MMA. Là, c'est pas ça. Mhm. C'est de base des strikers, enfin si je me trompe pas, c'est des strikers, des gens un peu complets qui ont bossé la lutte. Enfin, quand on voit Movsar de base c'est un striker. Mhm. Mais quand tu regardes, il a une telle assise défensive en lutte, ses contrôles de single ou ses prises de single sont tellement fortes que t'as limite l'impression que c'est un lutteur, il fait des moves de lutteur. C'est la même chose pour Souil, qui est allé chercher la lutte, qui, en plus de ça, arrive très bien à mixer. Il avait un high kick jambe avant, qui se perfectionnait au fil des jours, qui était juste magnifique, parce qu'en plus, il est toujours un peu plus petit. On pourrait se penser qu'il, du coup, il a l'avantage en lutte, mais il va aussi chercher du striking, Mhm. encore plus sur des lignes hautes en kick, ce qui est vraiment, du coup, assez surprenant, et qui lui a permis aussi de gagner de l'espace, tout en lui réussissant très très bien à saisir les kicks. Et ça, c'est quelque chose qu'il a extrêmement bien fait. C'est-à-dire saisir les kicks. Et une autre amélioration qu'on peut souligner chez Noga, c'est cet aspect, je vais pas dire purement stratégique, genre j'ai analysé mon adversaire et je suis venu avec une stratégie parce qu'aux IMAF, on n'a pas plus que 24 heures pour se préparer à notre prochain adversaire. Mais il y a un aspect stratégique dans comment développer son style. Quand tu regardes un Patrick Abirora, un Alvi Dazuev ou un Suil Azerki, ou même une Delphine, ils sont conscients de leurs forces, ils sont conscients de leur axe d'amélioration et ils ont développé un style qui complémente très bien avec leurs forces. Là, tu parles d'un Suil qui a
des très bons enchaînements en lutte, qui shoot très bien dans les jambes, mais qui va développer son pied-point avec des high kicks. Encore une fois, high kick, ça se complémente très bien pour les lutteurs parce que tu vas monter la garde de ton adversaire, tu vas faire en sorte qu'ils se tiennent plus droit, ce qui va te donner un meilleur accès à leur hanche pour pouvoir shooter plus bas. Et en plus de ça, je pense que ceux qui sont capables d'envoyer des high kicks avec la jambe avant, les gars, profitez-en. Ça, c'est mon conseil. Et Sui l'a très très bien compris parce qu'on n'a pas l'habitude de gens qui sont capables de lever avec une telle souplesse la jambe avant. C'est quelque chose que le regard n'est pas habitué à pouvoir défendre. Et ceux qui en sont capables, pour prendre un exemple de quelqu'un qui combat bientôt, Yann Gary, c'est aussi quelqu'un qui a cette capacité et qui en profite très très bien dans sa carrière MMA. Ouais, ça me fait aussi penser à Ibrahima Mané, à l'Ares, qui fait ça Exactement, extrêmement bien. Qui va aussi exactement. abattre Leandro Darmani. C'était magnifique aussi, ces kicks. Ouais, ouais. Alors, Swill, on a fait son profil. On a évidemment, on va peut-être partir sur celui qui fait le plus le buzz, évidemment, parce que au-delà de ce qu'il fait dans la cage, il a une très très bonne compréhension de ce qu'il faut faire sur les réseaux pour se faire connaître et pour faire du bruit autour de lui. On a Patrick Abiroa qui, de nouveau, nous fait un perfect. C'est lui, c'est sur 5 combats, si je dis pas de bêtises. Ouais, Il n'a pas eu de passe droit, il n'a pas eu de non, forfait. Il est passé au travers de 5 adversaires, dont celui qui avait gagné l'Europe, hein, c'est ça, ouais, les dernières Europes. ouais, Il a eu 2 Tadjiks en demi et en finale. Il n'a pas eu le parcours le plus facile par rapport à son style en plus. Je pense qu'il a eu un combat face à quelqu'un qui a voulu striker avec lui et ça a été une grave erreur dans le premier tour. Au-delà de ça, les gens ont voulu le lutter et il a montré qu'il avait vraiment encore passé un cap dans sa façon de combattre. Il était beaucoup plus proactif dans la volonté de séparer l'action pour revenir en pied-point par rapport à avant, ce qui lui avait posé problème sur les derniers mondiaux. Et on continue de voir une progression. Là, il a une bonne expérience en amateur. Il a posé les gants, très belle image. Il a pris des gants pro. ouais. Il a fait passer le message qu'il passait en pro et il était temps, je pense. Enfin, il était temps. C'est pas que ça fait 3 ans qu'on dit mec tu dois passer pro, mais c'était assez clair en arrivant dans ces mondiaux qu'avec une belle performance, on pouvait dire ok c'est le bon moment pour passer professionnel. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que son premier combat, pour moi, si vous voulez voir qui est Patrick Abiroa, vous regardez le premier combat contre l'Italien Luca Mele. C'est-à-dire que c'est simple. Il va mettre deux, trois coups très puissants, deux, trois combinaisons debout très puissantes. Son adversaire va dire, bon, je peux clairement rien faire. Il va essayer de shooter bas. Patrick arrive à faire une power guillotine magnifique. Donc ça, c'était acquis. Premier combat, je me dis que c'était acquis. Après, là, c'est là qu'on a vu, du coup, bah, son vrai niveau. C'est-à-dire que quand on arrive contre des Tadjiks, qui sont bah, excellents en lutte, de voir qu'il arrive à les contrer, qu'il arrive à lutter avec eux. Aussi, le travail de son coach Tarek Sendo, qui lui dit, mais sur son tout troisième combat, mais sors, essaye pas de lutter avec des lutteurs en fait. Et c'est-à-dire que après, c'est ce qu'il a montré, c'est que c'est exactement ce que tu disais dans tes tweets, c'est ok, le mec m'a contrôlé pendant 2 minutes 50, mais si je lui mets trois combinaisons en anglaise qui touchent plein pot, je gagne le round. C'est exactement ce qui... Normalement ça dépend Oui, des juges sur oui, place, c'est ça. mais c'est ce qui est écrit C'est dans les critères quoi. ça, c'est exactement sa stratégie, c'est-à-dire, ok, si vous voulez, on lutte, il défend parfaitement, il a une gestion du frame, de l'underhook, qui était parfait, pour un striker en tout cas. Pour après, derrière, il y a sa demi-finale, mais le gars, il le chasse dans la cage pour essayer de lui mettre la pression et pour lui mettre exactement ce qu'il faut. Et c'est ça qui est fou, c'est cet effort de passer à la lutte, au striking aussi vite et avec autant de force. C'est vraiment ça qui m'a étonné chez lui. Ouais, et c'est vrai qu'en plus de ça, il est connu. Il est connu. Mm. Donc, l'avantage de ses adversaires quand ils rencontrent Patrick Abirora, c'est qu'ils savent. Ils ont vu ses combats, ils savent quand ils s'inscrivent aux IMAF qu'ils vont peut-être tomber dessus. Donc, ils avaient probablement déjà travaillé une stratégie. En tout cas, je m'y attends parce que moi, c'est c'est mon domaine d'expertise, c'est de stratégiser le MMA. Donc, j'imagine que les Tadjiks, qui se disaient, bon, bah, si on rencontre Patrick, on le fout sous pression, on le bloque, on l'empêche de nous taper et on essaie de marquer nos points en pied-point. Parce que il y a ce truc, c'est si ton adversaire ne fait que te contrôler, ça veut aussi dire que tu lui laisses pas l'opportunité de faire mieux que ça. Et donc Patrick, quand il était acculé à la cage, bloqué à la cage ou sur son dos, le fait qu'il ait encaissé peu de coups et qu'il ait laissé ses adversaires lui mettre peu de dégâts, c'est parce qu'il avait un style qui permettait justement de rendre l'adversaire inactif sur ces séquences-là pour pouvoir après se relever, marquer ses points ou marquer ses points carrément avant. Et d'ailleurs, il y a une technique qu'il a utilisée contre le Suédois. C'était en quart de finale contre le Suédois, je Le pense. Suédois, ouais, c'est ça, 100 quart.
et qu'il a utilisé en finale, c'est l'uppercut à reculons. Il a super bien utilisé face à quelqu'un qui veut casser la distance et qui veut shooter bas. C'est un signal dans le tunnel du lutteur. Il envoyait ce uppercut et puis il continuait à bouger parce que c'est quelque chose qui bloque l'avancée de l'adversaire et qui permet de libérer de l'espace. C'est quelque chose qu'il a bien bossé. Encore une fois, c'est comme on le disait pour Suil, c'est la conscience de ce que tu es dans la cage et trouver les petits détails techniques qui vont te permettre d'être de plus en plus compliqué à battre et de te transformer en réelle énigme pour tes futurs adversaires. Donc voilà, Patrick, médaille d'or ultra méritée. Ouais. C'est quelqu'un qui se donne les moyens. On l'a vu aller s'entraîner au Tristar, on l'a vu aller s'entraîner un peu partout en France, notamment chez Aldric. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre un peu des différentes cultures, des différentes pédagogies pour prendre les meilleurs un peu partout de là où il voyage. Et ça donne un produit très intéressant et qu'on va vouloir suivre au niveau En professionnel. professionnel, ouais, c'est sûr. Et puis même très humble, très concentré dans son effort. Et ouais, moi c'est vraiment ce que j'ai vu vraiment quelqu'un de mature qui utilise toutes les armes qu'on pourrait voir en MMA pro. C'est-à-dire que quand la technique de base, du coup, bah pour défendre un takedown en pro, tu vas envoyer un genou, tu vas mettre side control, tu vas envoyer des coudes. Quand je parle en coude, je parle par exemple KO de Alex Pereira contre Jiri Prochaska, le mec va shooter, tu le contrôles, tu vas lui envoyer des coudes. Ou sinon, bah ta technique de Derek Lewis, quoi, un gros uppercut. Je l'avais pas vu avant que Patrick le fasse. Et c'est que je me suis rendu compte, bah oui, ça marche. C'est juste que personne ne l'utilise. Parce qu'ils vont plus aller chercher soit des dégâts à la tête, soit bah, placer un underhook, ce qui a pas forcément toujours marché contre des très très bons lutteurs. Donc ouais, c'est une maturité. Et oui, bah ça se sent clairement il est fait pour plus être un amateur et pour passer en pro. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était peut-être un des défauts qu'on pouvait donner à son jeu avant. En même temps, il était très jeune. C'était peut-être un manque de maturité dans le sens où il y avait trop de brins de folie dans ce qu'il proposait et face à des bons contrôleurs, bah, c'était des portes ouvertes vers les amener au sol et la lutte. Et c'est comme ça qu'il s'est fait malheureusement surprendre dans différents IMAF, notamment contre le Gallois il y a 2 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il ne fait plus vraiment d'erreurs parce qu'il a pris en maturité dans la cage et j'imagine en tant que personne ici, parce que voilà, quand tu as 19 ans, c'est normal que tu aies un manque de maturité qui se ressente dans ton style. Et là, on peut plus du tout mettre ça sur lui. Et c'est pour moi la définition même de je suis prêt à passer pro, c'est quand tu es 100% lucide sur chaque seconde de ton combat. Alors moi, j'ai quand même faire une petite parenthèse parce que le Alfandari contre Abirora, c'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est un combat qu'on n'a pas eu. Et Ouais. là, les deux veulent passer pro. J'aime pas l'idée de les faire combattre l'un comme l'autre Ouais, contre non. l'autre en début pro, parce que ça veut dire que tu as deux gars qui ont énormément de potentiel. Et bah, tu en as un qui va finir à 1-0, l'autre à 0-1, si on les match l'un contre l'autre. C'est vraiment, bon, c'est un combat, je vais pas dire, pour le fan pur de MMA, si on te dit, OK, ils font tous les deux leur début professionnel l'un contre l'autre, bah oui, évidemment, je regarde, Bah je prends oui. mon pied à regarder, mais je trouve que sur une vision à long terme, je trouverais ça dommage qu'ils se rencontrent maintenant. Donc, s'ils veulent s'affronter en amateur en janvier et puis tous les deux passer pro, peu importe le résultat, j'ai rien contre. J'ai vraiment rien contre. Ouais, mais je crois que Axel Alfandari est booké du coup pour commencer en pro en janvier à Ouais, Marseille. ouais, Donc ouais, ouais. c'est dommage, mais sûr que moi, en tant que fan d'amateur, j'en ai parlé à Axel, j'en ai parlé à Patrick, à chaque fois que je les ai vus, enfin surtout Patrick quand je l'ai vu à AEF, il m'a dit mais moi je veux ce combat. Et moi aussi j'aurais adoré, mais bon après il y a des échéances, il y a des combats, mais moi, c'est sûr, c'est comme Alex Pereira contre Israël Adesanya. T'as envie de les voir au sommet à l'UFC s'affronter. T'as pas envie de les voir faire leur début l'un contre Mais l'autre. justement, ça aurait été chouette de les voir en amateur l'un contre Te- l'autre et puis de les revoir s'affronter à l'UFC par exemple en guise de Ouais, revanche. Maintenant, voilà, on va pas se plaindre si à un moment ils s'affrontent dans leur carrière professionnelle quand ils sont tous les deux bien avancés. Ça nous fera plaisir puisqu'il y aura eu tout cet historique justement de qui a été le meilleur amateur welterweight francophone en 2022-2023 quoi. Et effectivement, ça se joue. À un moment, ça se jouait entre Abirora et Théo Boudin. Maintenant, ouais, Théo Boudin, bon, on l'a un peu mis de côté alors que bah, ça reste un des meilleurs ouais, welterweight. c'est juste parce qu'il a eu sa blessure, quoi. Voilà, exactement. Et donc maintenant, la question, c'est plus Patrick Abirora ou Alfandari. Et c'est vrai qu'il y a aussi Owen Jason qui rentrait dans les discussions maintenant. Donc c'est incroyable. Quand tu parles comme ça et que tu cites 4 noms qu'on a découverts en 2022-2023 juste sur une division de poids sur nos deux pays, Ouais, c'est incroyable parce que c'est 4 noms qui vont performer à très haut niveau dans leur carrière.
je touche du bois ou je fais comme ça, s'il n'y a pas de blessure, quoi. S'il n'y a pas de blessure et s'ils continuent à prendre leur carrière au sérieux. Avançons. Donc, en termes de médaille d'or, on a encore eu Inès qui nous a fait du bon Ouais, taf sur les 2 combats qu'elle a eu. Inès, que je connais très bien, évidemment, puisqu'elle s'entraîne là où je donnais cours. ok. Elle est notamment entraînée par Alka Matewa, qui est ultra connu en Belgique pour son pied-point. Et on le ressent, en fait. On ressent typiquement la Ouais. pédagogie Alka Matewa derrière elle, parce que c'est quelqu'un euh, qui va frapper dur, en fait, qui va Ouais. pas envoyer beaucoup de déchets. Il n'y a pas beaucoup de déchets dans ce qu'elle envoie. Et Mm. pour quelqu'un de son poids, bah, quand elle envoie, t'as pas envie de te faire, même en tant que mec de 100 kilos, j'aurais pas envie de me faire tabasser par les frappes qu'elle envoie. Ouais, ouais, mais moi c'est sûr, c'est-à-dire que déjà, avant de commencer de parler d'elle, j'ai envie de lui dire félicitations Ouais, pour les championnats méditerranéens qu'elle a gagnés il y a 3 semaines en Muay Thai. Et ouais. après, on peut commencer à parler des IMAF. Pour vous dire à quel point elle est forte en striking. Et c'est exactement ce que j'ai vu du coup chez elle ou chez Wally Tandia. Des gens qui viennent du Muay Thai, qui pratiquent le Muay Thai à côté, qui ont un contrôle du clinch qui est hyper valorisable en IMAF, avec des lutteurs qui vont venir coller, mais qui des fois sont un peu perdus, ont du mal, du coup, bah, parce qu'il y a de la résistance. On a vu qu'elle avait quand même aussi un très bon contrôle au sol, qu'elle gère le sol très bien, Mm. mais que à mi-distance en clinch, mettre un coude, enfin, elle peut pas mettre un coude, mais les genoux, et aussi la distance qu'elle a avec ses poings ou en kick, qu'elle arrive exactement toujours à toucher justement, précisément, et que, bah, comme t'as dit, il n'y a pas de déchet quasiment à chaque fois que ça touche, c'est très très fort. D'autant plus pour une fille de 18 ans. Ouais. Faut aussi recontextualiser. Elle a C'est 18 ans. C'est c'est fou. ouf le niveau qu'on peut avoir. Juste. Et en plus, le pire, c'est qu'on est vraiment dans des pays où on met pas ça en avant, quoi. Bah oui, c'est-à-dire que tu vois des Kazakhs, je me baladais pour montrer des vidéos d'illustration de Kazakhs, tu vois des camps faits pour des enfants de 15 ans avec les coachs professionnels, enfin pour qui vont aller aux IMAF quoi. Ouais, Alors qu'en ouais, France, du coup, on a cette chance-là qu'on a cette pluralité du coup de coachs, de style qui vient du fait qu'on a un pays qui est un peu éclaté avec plein de clubs mais qui nous donne des particularités. Et maintenant, je pense que quand on va aller aux IMAF l'année prochaine, ils vont pas se dire c'est un Français, il est bon au pied-point. Ils vont regarder les vidéos avant de parler, parce qu'on a Mhm. vu des gens très variés en termes de style. Ouais, ouais, c'est certain qu'on va faire peur sur tous les niveaux, de par aussi, mais justement, l'explosion. Il y a, en France aujourd'hui, tu as le choix, quoi. Si tu veux, euh, si t'as un objectif de carrière, tu as plein d'options en termes d'équipe à rejoindre. Tu as plein d'équipes qui ont des bons amateurs et qui, en plus de ça, ont prouvé que le coach était capable d'aller amener des gars jusqu'à l'UFC et de performer à l'UFC. Quand tu regardes tous les combattants MMA français qui sont à l'UFC, ça vient pas d'une seule écurie, ça vient pas de 2 écuries. Si je dis pas de bêtises, on est sur 5 équipes différentes qui ont des Français à l'UFC. C'est énorme, c'est 5 équipes différentes, quoi. Ouais, Donc, puis on peut même compter le Belge là-dedans, enfin on peut compter encore énormément de monde sur plein d'autres. C'est-à-dire que moi, il y a une team à côté de chez moi, il y a un combattant qui est au Bellator, alors que je suis en Normandie. Enfin, pour vous dire à quel point c'est dingue, alors que bah, il y a 3 ans, on n'avait aucune team, on n'avait rien, quoi. Ou sinon, mhm. c'était très underground. Non, vraiment, c'est très très fort. Alors, félicitons maintenant tous ceux qui ont eu une médaille d'argent et puis on va passer à la fin du podcast qui est, OK, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces IMAF pour faire encore mieux l'année prochaine en termes de style? Qu'est-ce qui a manqué de faire encore mieux? On va pas être gourmand, hein. Là, vraiment, les Ouais, performances qu'on a eues, elles sont incroyables. Donc, félicitations à tous les athlètes. Mais voilà, même dans la perfection, il y a toujours moyen de trouver des petites oui, améliorations. Donc, d'abord, félicitations aussi. On l'a déjà souligné, hein, Nessim Makdim pour sa médaille d'argent. Euh, Alvi Dasuev Souyev. aussi pour une médaille d'argent. Qui est-ce qu'on a eu d'autres? Bah, Delphine qu'on a déjà fait, Delphine qu'on a et c'est déjà tout. fait et c'est tout. Ok, parfait. Ben, Bah, Nessim, Nessim, c'est le Nessim. premier que j'ai cité. Ah, oh, pardon. Voilà, donc on est bon. C'est le matin, les gars. Ouais. Excusez-nous pour de temps en temps, on a flanché sur quelques mots. C'est dimanche matin. Toi, tu sors d'une semaine Avec extrême à 6 heures couvrir de ça. sommeil, ouais. Moi, pour ceux qui savent pas, j'ai commenté le PFL de nuit de samedi à dimanche, de vendredi à samedi. Ouais. J'ai commenté le Cage Warriors hier soir. En attendant, il faut gérer Fight Minds et j'ai un boulot à côté. J'ai aussi une femme et un enfant. Donc voilà, je mets. Ouais, voilà, j'ai trouvé des excuses. Ça, c'est pas des raisons, c'est des excuses. J'ai le droit d'en trouver de temps en temps. Alors, qu'est-ce qui a manqué pour qu'on fasse encore mieux? Moi, je pense une deuxième main pour Alvida Souyev.
et c'était bon. Mais C'est ah clair. ouais, non mais ça c'était dingue parce que moi je vois les vidéos à l'entraînement de sur du coup la chaîne de d'eSports Content et je me dis non mais enfin ok bon voilà machin c'était marrant t'as ta médaille mon gars parfait et tout mais là c'est fini et là déjà quand j'ai vu qu'il sautait au-dessus de la cage pour rentrer dedans je me suis dit qu'on avait un sérieux problème en Belgique et que si ce mec-là est pas une superstar dans 5 ans en mode Ramzat Chimaev je comprends pas grand-chose mais après, ce mec-là est juste exceptionnel en Mmh. termes de grappling et de lutte. Moi, le premier round qu'il fait en finale, c'est le meilleur round en lutte qu'on a vu. C'est-à-dire que j'ai pris des notes, c'est juste dingue à quel point c'était des échecs. C'est-à-dire que Mmh. à un moment, il y en a un qui va prendre son adversaire prend le contrôle du single leg. Lui, il va envoyer des frappes à la tête. Du coup, vu qu'il envoie des frappes à la tête, son adversaire commence à se tourner pour pivoter sur le single leg. Lui, il va prendre le dos. L'autre va essayer de scramble. Derrière, le Tadjik lui reprend le dos. Derrière, ça va faire une guerre pour essayer de reprendre l'underhook. Bon, malheureusement, round 2 et round 3, Alvi, du coup, a un peu baissé en cadence et s'est plus retrouvé, du coup, dominé, même si c'était vraiment pas facile parce que aller prendre des positions contre un gars qui défend aussi bien, c'est-à-dire que, et juste au troisième round, il prend un slam, mais sinon, c'était exceptionnel en termes de lutte et Ouais. de qualité du combat en lui-même, quoi. C'était dingue. Le niveau était stratosphérique entre deux. Je l'avais dit, hein, pour moi, c'était ma finale préférée de tous les IMAF sur papier. Donc, je l'avais dit avant que le combat commence. En termes de niveau, c'était vraiment quelque chose que tu pouvais mettre sur une carte principale, Ares ou Cage Warrior sans problème. Et ça passe très, très bien. Surtout si tu avais Alvi à 100% avec ses deux mains. Ça aurait donné quelque chose d'encore plus spectaculaire. Et en plus de ça, si tu imagines les genoux à la tête autorisés, les coups de coude autorisés, ça aurait changé encore plus la dynamique dans les échanges en grappling. Ça aurait peut-être été encore plus actif et ça nous aurait offert quelque chose de beau. Alors moi, ce que j'ai noté hein, comme amélioration certaine, parce qu'on l'avait noté quand je donnais cours avec Brian chez les Red Kings, on avait fait cette réalisation après la défaite d'un de nos amateurs euh, par rapport justement à l'esprit tagik et Bahreïn aussi aux IMAF. On a l'impression qu'ils viennent avec une stratégie. Ils se disent, c'est un tournoi, il faut pas que je prenne de dégâts quand Ouais. j'avance du 8e à quart, etc., etc. Et par conséquent, ils cherchent à bloquer le combat. Et je crois que c'est pas qu'ils bloquent le combat parce qu'ils ne savent faire que ça, loin de là. Je pense qu'ils sont capables de Ah faire oui, non. beaucoup plus que ça, mais ils bloquent le combat parce que c'est la stratégie à long terme aux IMAF pour eux. Ils se disent, et imagine, je suis en combat à distance, je prends 3 low kicks, bah, ces 3 low kicks, je vais les ressentir sur les jours d'après. Donc il faut vraiment que je vienne bloquer ce jeu, etc., etc. En fait, nous, une erreur qu'on faisait à l'époque chez les Red Kings, c'est que les mardis, on avait cours de lutte MMA, c'était notre jour lutte MMA, et on faisait voilà échauffement, drill, technique et puis atelier. Ce qu'on appelait atelier, c'était sparring à thème. Et sur nos sparring à thème, on travaillait en mode les deux doivent être actifs. Donc on avait vraiment ce système de j'invente. On commence en demi-garde. Celui Mm. qui commence au-dessus, son objectif sur la minute, c'est de passer la garde, de placer une soumission ou de venir prendre le dos ou d'être actif avec le grand net pound. L'objectif de celui qui commence en dessous en demi-garde, c'est de sweep, de recomposer la garde ou de se relever ou même de soumettre. Donc les deux avaient un objectif offensif. Et en fait, on s'est rendu compte que à force de faire ça, on était une équipe qui était très bonne face à des combattants qui voulaient aussi bouger, qui voulaient aussi améliorer leur position, mais qu'on avait du mal dès le moment où tu avais quelqu'un qui venait pour bloquer le jeu. Parce qu'à l'entraînement, on n'avait jamais cette dynamique de on est dans une position face à quelqu'un qui bloque. On était toujours dans une position face à quelqu'un qui cherche à avancer. Et c'est deux logiques complètement différentes. Et puis on a mis ça en place. On a mis ça en place où un mardi sur trois, on faisait bah, les deux veulent avancer de position. Un mardi sur trois, on faisait celui qui est en position dominante veut bloquer. Et on faisait aussi un mardi sur trois, celui qui est en position dominée cherche à bloquer parce qu'on part du principe il a peut-être gagné les 2 premiers rounds et il doit survivre le troisième. Et quand tu Mm. dois survivre le troisième sans le prendre, tu peux te conforter dans une position dominée, mais sans prendre de dégâts. Et c'est ton Ouais, objectif. ouais, c'est C'est exactement ce qu'on a vu chez Alvi ou chez Nessim qui étaient en dessous, qui sont venus bloquer, parce que si on IMAF, ça relève vite, parce que c'est les ça. rounds sont courts. Donc C'est c'est vrai que ça. c'est une logique très intéressante. Et donc, en fait, à l'époque, on travaillait pas ces trois logiques. Et en fait, dans un combat, selon le contexte, tu peux te retrouver dans une des trois logiques. Et si tu n'as pas bossé les trois à l'entraînement, bah, tu vas pas performer dans certaines logiques. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a amélioré. Et je pense que cette logique-là, bah, je la donne ouvertement, publiquement maintenant.
Je pense que c'est quelque chose que nos équipes doivent mettre en place. C'est sparring à thème avec objectif. Parce que Mm. souvent, quand tu vas dans des équipes, et je dis pas que toutes les équipes font ça, il y a probablement des équipes qui ont déjà implanté ce truc de OK, on commence en demi-garde. Et toi, tu as cet objectif-là, toi, tu as cet objectif-là. C'est ce qui manque dans beaucoup d'équipes. En général, on dit OK, on commence en demi-garde, 3, 2, 1, go, et chacun fait ce qu'il veut. Et c'est important de dire OK, on commence en demi-garde, celui au-dessus, tu cherches à bloquer. Le Mm. mec ne peut pas se relever, tu restes un minimum actif juste pour pas que l'arbitre te relève, mais ton objectif, c'est bloquer. Et ça change toute la dynamique. C'est beaucoup plus compliqué de se relever ou de bouger face à quelqu'un qui cherche à bloquer que face à quelqu'un qui cherche à avancer de position ou te frapper. Et ça, je pense que c'est le gros axe d'amélioration pour tous nos combattants pour les prochains par rapport à ce que j'ai analysé des autres pays. Ouais, non, mais c'est sûr, de toute façon, les IMAF, c'est un marathon, et c'est-à-dire que tu ne peux pas aller aux IMAF en étant unidimensionnel. C'est Mm. juste impossible. Tu vas forcément avoir un mec qui veut striker avec toi, un grappleur, un lutteur, et surtout beaucoup de lutteurs. Ouais. Donc, c'est vraiment, faut être bon dans toutes les logiques, et comme t'as dit, sur tous les thèmes. Savoir bloquer, savoir être actif, c'est très important, ouais, aux IMAF. Ouais, c'est ça, parce que là, on était plus partis quasi tous, quasi l'ensemble de nos combattants sur être impactant en pied-point et de sorte à prendre de l'avance. Euh, et effectivement, comme tu l'as dit, si tu arrives en finale aux IMAF, ça veut dire que tu as rencontré quelqu'un qui voulait te lutter, rencontré quelqu'un qui voulait te striker, rencontré quelqu'un qui était plutôt proactif et actif, quelqu'un qui était plutôt à vouloir neutraliser le jeu. Et c'est important de pouvoir travailler cette diversité. Et puis de toute façon, c'est nécessaire aussi en professionnel, parce que si tu veux faire une longue carrière avec 20 combats pro, tu vas aussi, au cours de ta carrière, affronter différents profils. Est-ce que toi, il y a un autre élément que tu as souligné qui pourrait être une amélioration au sens large où on a fait le tour? Moi, moi déjà, euh, c'est bah, travailler énormément ce qu'a fait par exemple un Samba Sima, c'est sprawl ou gestion de clinch comme pourrait le faire Delphine Benoche avec des genoux et derrière sortir en striking, sortir fort, les sorties de clinch, c'est un truc qui a été très très utilisé, très très fort et d'autant plus que historiquement bah on a un bon pied-point, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, c'est comme ça qu'il faut le travailler, c'est en sortie de lutte. C'est exactement ce que disait Benoît Saint-Denis, son combat contre Matt Frevola, faire monter le gars cardiaquement au sol, voir que c'est un effort bah, durable, et après derrière réussir à exploser Mm. sur une combinaison. C'est exactement ce qui a marché chez Patrick Abirora, troisième round. Vous regardez le combat, il met un KO, 15 secondes avant, il est dans les bras du gars en catch control, quoi. Ouais. C'est réussir cet effort-là qui est fort, quoi. Ouais, c'est très important effectivement parce que tu passes d'une dynamique à l'autre et c'est la capacité à rester à garder de l'énergie pour dès que tu changes de dynamique pouvoir toi-même remettre le paquet. Et c'est vrai que ça c'est un élément je trouve qui m'a fort choqué chez tous nos athlètes, c'est les sprawls. Ouais. On peut citer une longue liste de mecs qui nous ont fait des sprawls explosifs de dingue. Ça va de évidemment Delphine pour les finales à Owen Jason à Samba. Ouais. On a eu une panoplie d'athlètes qui ont fait des sprawls absolument magnifiques, réactifs, et qui étaient capables derrière de rester au clinch pour envoyer un genou, de séparer l'action et de remettre un jab cross derrière. Et ça, c'est très important évidemment par rapport à nos Ouais, ouais. profils. C'est Ouais, la capacité à accepter d'être en dynamique grappling pour marquer un point, pour en sortir et remiser derrière. Ça, ils l'ont très bien fait et c'est un élément qui doit continuer à être bossé parce que ça a fait notre force aussi pour performer aussi bien. Romain, merci pour oui. tout. Merci pour ta couverture sur, pour moi, Twitter, parce que je suis que sur Twitter. Je suis sur Instagram, mais je regarde jamais. Donc, merci pour ta couverture en long et en large. Ça fait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un comme toi qui est passionné par les amateurs et qui leur donne de la visibilité. J'ai vu que ton compte Twitter avait complètement explosé, notamment Ouais. grâce à ces IMAF. Et ça fait plaisir parce qu'en fait, toi, tu couvres tous les combattants francophones, pro et amateurs. Donc, tu Ouais, donnes c'est de la ça. visibilité à tout le monde. Tu es un peu notre base de données. Ceux qui veulent suivre le MMA français, et je pense que tu vas commencer à faire aussi la Ouais, bah la Belgique. Belgique, je suis un peu obligé en fait. Ouais, Pour éviter de créer un autre compte, bon, Lawson Keita, Patrick Ebora, bon, bah, on est obligé de suivre quoi. ouais, C'est mais très c'est très ça, et fort. ça sert à rien de faire deux comptes séparés. De toute façon, Oui, non. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont remarqué. Autant la France et la Belgique au foot, on se déteste, autant en MMA, on s'adore et on se supporte Moi, je Ouais. donne toujours cet exemple. Quand je suis venu commenter l'UFC Paris, j'étais français. Quand j'ai commenté les Oui, oui, combattants non, mais français, je me suis senti galvanisé par les performances des Français. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français, quand il y a un Patrick Obirora, ben, ils vont être contents de ses performances comme s'il était français. Et donc ça, ouais. c'est beau à voir et
pour toi, ça sert à rien de faire 2 comptes séparés. Oui, non, mais oui. Donc donc voilà, tout le monde, si vous voulez avoir, un suivi du MMA local, belge, français, la chaîne à suivre, c'est la chaîne, le tweet ou l'Instagram à suivre, c'est French MMA, qui est géré uniquement par par Romain. Oh là là, Romain, c'est pas grave. je suis désolé, c'est la fin. En plus, c'est écrit en bas. Ouais, Mais voilà, tu nous sors tout, tu fais ça de manière qualitative, ouais. tu nous sors ça de manière, factuelle. Tu Mmh. rentres pas dans des débats, tu rentres pas dans des dramas. Moi, je trouve ça merveilleux. Ouais, non, les seuls débats que je vais poser, que j'aime bien, c'est de l'analyse, c'est comme exactement on vient de Ouais. faire, c'est de réussir à comprendre ce qui a marché. Moi, ce que je fais quand j'analyse un combat, je prends juste le combat, je l'analyse image par image, seconde par seconde, voir qu'est-ce qu'il fait. C'est aussi un truc qui me fait progresser moi, Mmh. parce qu'il y a 2 ans, j'étais pas du tout aussi pointu que ça techniquement. Ouais. Et voilà. Et un grand merci du coup à tous les gens de Fightmind. J'ai encore reçu un message d'Altic Cassata ce matin qui m'a dit qu'il adorait ce que j'avais fait. Bah moi ça me fait hyper plaisir. De toute façon c'est un sport que je kiffe, c'est quelque chose que j'adore. Merci à vous en tout cas pour l'invitation. Avec grand plaisir et bah, c'est une première, mais c'est probablement pas une dernière. On attend les prochains IMAF notamment pour pouvoir, couvrir ça à nouveau avec toi. Les amis, merci à tous de nous avoir suivis. Donc donnez de la force à Romain, en suivant sa chaîne, en étant actif sa chaîne, allez, je vais y arriver, ses comptes et en étant actif dessus, en étant engagé, en étant toujours dans le respect. On a besoin de donner du support aussi à nos athlètes français. Donc Romain, tu fais un très, très bon taf de systématiquement essayer de taguer, de Ouais. référencer les comptes de nos athlètes pour qu'on puisse aussi les suivre. Là, on voit, hein, le MMA est en train d'exploser, nos performances suivent, et donc c'est le moment aussi de donner de la force en suivant tous les comptes de nos combattants pour que eux puissent aussi progresser davantage dans leur carrière. Tout le monde, bon dimanche, abonnez-vous et à très bientôt.